20h sur la télévision Futur Média. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Dans l'actualité, ce 20 mai, le Premier ministre accueilli avec des brassards rouges par les socialistes de Dalifort, partisans d'Idrissa Diallo, maire de la localité. Aminata Touré, en tournée dans le cadre de la lutte contre les inondations, en a profité pour répondre à Idrissa Seck qui s'en est pris à son mentor. Pas moins de 8 députés se sont vus interdire l'accès du Môle 8 par les forces de l'ordre. Dans le cadre de l'affaire Nécotrans, les élus du peuple sont venus soutenir 8 entreprises sénégalaises condamnées à mettre la clé sous le paillasson, soit 3000 emplois menacés au profit de Nécotrans. Après 6 mois de suspension, le personnel de Talibou Dabo reconduit son plan d'action. Les agents remontés contre leur administration réclament un renfort en personnel et l'amélioration des principes de gestion. Le focus du jour est consacré à l'un des partis les plus emblématiques du Sénégal. De Senghor à Tanor en passant par Diouf, le Parti socialiste passé en revue dans cette édition. À quelques jours du renouvellement de ces instances, un congrès qui devrait se tenir sans débat de l'avis de nombreux analystes politiques. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Ravi de te retrouver, Léa. Bonsoir. Également, Sarah. Rebonsoir à tous. En tournée dans le cadre de la lutte contre les inondations, Aminata Touré accueillie avec des brassards rouges par les socialistes de Dalifort, partisans du maire de la localité, Idrissa Diallo. Une tournée au cours de laquelle le Premier ministre a demandé aux maires des différentes communes de jouer leur partition dans la lutte contre les inondations. Aminata Touré n'a pas manqué d'apporter la réplique à la sortie politique d'Idrissa Seck sur les chantiers inachevés de Macky Sall. Ibrahima Kamara, Diafaraba. Le Premier ministre Aminata Touré a poursuivi sa deuxième journée de visite. Après Ouest Foire et Yoff, destination Dalifort, les partisans du maire socialiste Idrissa Diallo ne sont pas contents. Si vous voulez accéder chez autrui, le minimum c'est de l'avertir. Nous, c'est Idrissa Diallo qui est notre maire. Nous ne le sous-estimons pas. Un duel qui oppose le maire de la dite localité au député Awagnan a émaillé la visite de Aminata Touré, qui, en réponse aux agissements d'Idrissa Seck, a apporté sa réplique. Le développement, ce n'est pas juste parler, c'est plutôt du travail. Et je suis heureuse de voir que les Sénégalais sont plus intéressés par ça. Maintenant, la politique, on la laisse à ceux qui ont le temps de la faire. Après Dalifort, cap sur Kermassar, la forêt classée de Mbao, Kermbaïfal, Rufisque et aux logements sociaux de Niag et Tivaouane Peulh. Le plan décennal est de 760 milliards sur 10 ans. Nous avons déjà dépensé 105 milliards. Et je ne compte pas le chenal de Rufisque. Et les travaux se passent très bien. J'ai trouvé également encore une fois sur place des entreprises qui sont engagées. Certaines sont sénégalaises. Lorsque vous vous installez dans une nouvelle cité, c'est progressivement que les choses viennent. Mais le minimum pour vivre est là. La Première ministre a attiré l'attention des maires des localités sur le rôle dans le cadre de la lutte contre les inondations. C'est pas là. Bon, on a privilégié le luxe. Mais on peut faire les deux. Je ne dis pas que le luxe n'est pas nécessaire, mais quand même, il faut que les populations et la grande majorité puissent vivre dans des conditions de salubrité normales. Le plan décennal de lutte contre les inondations se poursuit bien sur le terrain, mais est loin d'arrêter d'éventuelles fortes pluies et ses bras. Situation inédite ce matin au port autonome de Dakar, le blocage par les forces de l'ordre de 8 députés devant le Môle 8. Ces députés étaient venus soutenir 8 entreprises sénégalaises appelées à fermer boutique, soit 3000 emplois menacés au profit de Nécotrans. Les élus du peuple crient au scandale et interpellent le chef de l'État. Fatima Taba, Tcherno Laurent Mendy. Les députés qui s'étaient opposés à Cheikh Kanté dans l'affaire Nécotrans bloqués devant le Môle 8 ce matin. Ils étaient venus apporter leur soutien aux propriétaires des entreprises sommés de quitter le port autonome de Dakar au profit de Nécotrans. Est-ce qu'il vous semble normal? Non, monsieur le député. Non. Est-ce qu'il vous semble normal qu'il nous en mais de quel droit? Pour qui il se prend? On va continuer.
Nous, notre mission régalienne, c'est de venir d'abord protéger le travail, l'emploi des Sénégalais, mais en plus, donc, éviter à beaucoup de pères de famille de perdre leur emploi. 8 entreprises appelées à déguerpir, 3000 emplois menacés. Ces travailleurs crient au scandale. Des sociétés sont dans le port, des industriels sont dans le port depuis des années, en train de faire un travail. Le port se lève et dit, ce travail-là, je le donne à une seule société qui s'appelle Necotrans. 8 sociétés et 3000 emplois qui disparaissent. Des investissements pour une vingtaine d'années qui disparaissent. Au nom de quoi? Tu ne mérites même pas d'être le commandant du port. Tu n'es pas un bon patriote. Le chef de l'État est interpellé sur cette affaire qui, selon eux, est une humiliation. Un scandale inacceptable. Dans un pays de droit, on ne peut pas priver des entreprises sénégalaises, des employés sénégalais, de leur travail, de leur gagne-pain, au profit évidemment d'une firme qui vient de l'étranger et sur des bases qui sont totalement antidémocratiques. L'affaire Necotrans est loin de connaître son épilogue. Les entreprises concernées n'entendent pas se laisser faire. Les députés également promettent de jouer leur partition dans cette affaire. À présent, le personnel du centre Talibou Dabo, très remonté contre son administration, il dénonce le non-respect des principes de gestion. Parmi leurs revendications, le recrutement d'agents pour renforcer le personnel et pour montrer leur détermination à obtenir gain de cause, ils ont reconduit leur plan d'action qu'ils avaient suspendu depuis novembre 2013. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dia. Rupture fréquente de médicaments, de matériel, des salaires misérables, le centre Talibou Dabo va mal. Nous travaillons dans des conditions déplorables. Bon, vous-même, vous pouvez aller voir les services, surtout au service de l'orthopédie. Il y a pratiquement, vraiment, c'est de l'insécurité totale. Les agents qui sont là depuis pratiquement 30 ans, d'autres qui 10 ans, d'autres 5 ans, jusqu'à présent n'ont pas une prise en charge sociale, ils n'ont pas une prise en charge médicale, il n'y a pas de cotisation à l'IPRES dans un centre tel que le centre Talibou Dabo. Cette structure prend en charge les enfants handicapés, une lourde charge qui nécessite un personnel. Parce qu'il y a pratiquement 38 agents de santé communautaire qui avions rencontré le directeur général de la santé et un tableau de bord avait été établi. Ces agents interpellent ainsi les ministres de la Santé et de la fonction publique. La dernière fois, on avait dit qu'on allait vraiment passer à la vitesse supérieure. Mais ce qui s'est passé, le directeur général de la Santé nous avait invités à une négociation. Mais comme c'est toujours dans la doucereuse léthargie, nous allons retourner aussi dans la revendication d'alors. Pourtant, il y a 4 ans, Talibou Dabo avait bénéficié de 45 millions de la Banque islamique. Le personnel réclame toujours l'audit de cette somme. Mohamed Sen, un nom à retenir si vous nous regardez ce soir. Sa photo continue de faire le tour des médias sénégalais et pourtant il reste introuvable. Sa famille, trouvée à Koloban, appelle les autorités étatiques à s'impliquer davantage dans les recherches. Pour rappel, Mohamed Sen est introuvable depuis 18 jours. Reportage Aminata Mbaresso et Kolo Cissé. Dans ce regard lointain, une grand-mère désemparée depuis 18 jours, elle est sans nouvelles de son petit-fils enlevé par des inconnus. Voilà plus de 2 semaines que je n'ai pas eu de nouvelles. Rien sur mon petit garçon. Je suis très peinée. Et à chaque fois que je regarde sa photo, je ne peux pas dire ce que je ressens. Dans la douleur, la famille Ndoye supporte l'absence du petit Mohamed, âgé seulement de 14 mois. Celui qui a enlevé Mohamed Sen est un voleur. Mais ce qui m'intrigue, c'est pourquoi il s'en est pris à notre enfant. C'est difficile, très difficile même. Que faire? Des prières, encore des prières. Espérons qu'on retrouvera notre petit Mohamed. La famille garde tout de même espoir de retrouver sain et sauf leur petit-fils. Partout où on va, on nous répète la même chose. C'est un homme qui l'a enlevé,
Ensuite, il l'a confié à un autre homme. Je m'adresse à cette personne mal intentionnée. S'il ne ramène pas notre fils vivant, il va mourir lui aussi. Un énième appel aux autorités étatiques et à toutes les organisations de défense des enfants. Mohamed Sen est fils aîné de ses parents. À Yarar, le train passe, mais dans une insécurité totale. Véhicules et piétons ne semblent pas se soucier du danger que représente l'appareil. Cette circulation anarchique sur les voies cause souvent des accidents. Plus de détails, c'est avec Nafissatou Silla. Insécurité notoire sur ce passage à niveau de la Transrail. Ici, véhicules de tout genre et piétons défilent en toute imprudence sous les yeux de l'aiguilleur du poste de garde de Yarar. À l'arrivée du train, on donne un signal pour que les véhicules et piétons s'arrêtent, mais ils ne le font pas. Le train fait tout son possible pour se faire remarquer. Les piétons et véhicules doivent savoir qu'ici, c'est un passage à niveau surveillé ou pas. Ils doivent faire attention. Voyez ce cas rapide, ce qu'il fait, et quand on le notifie au chauffeur, il te manque de respect. Et c'est la même chose avec les piétons. Parfois, le train est obligé de ralentir pour éviter de percuter un véhicule. Les automobilistes conduisent comme ils veulent et sont très peu concentrés. Cette imprudence des riverains et automobilistes est souvent cause de beaucoup d'accidents sur ces rails qui traversent Yarar. Une femme a été mortellement heurtée par le train la semaine dernière. Elle n'a pas entendu le train qui venait parce qu'elle portait des écouteurs. Autre danger, ces véhicules poids lourds qui, tous les jours, passent sur ces rails, pouvant même les détériorer. Vous voyez ça, c'est un véhicule qui l'a détruit. Et s'il n'y avait pas cette chose en place, il nous aurait percuté. À ce niveau, tout est détérioré et quand l'hivernage arrive, ça devient plus dur. Face à cette insécurité, un code de conduite s'impose pour plus de sécurité. Il faut être prévenant quand on habite près des rails, surtout avec les enfants. Il nous faut aussi une barrière pour les gens et les voitures. Au passage du train, il y en avait une, mais elle est détruite. Cette situation risque de s'aggraver davantage si rien n'est fait, d'où la nécessité de prendre des mesures sur les plans humains et techniques. Nous parlons à présent de la baisse annoncée du prix de la baguette de pain. Beaucoup de boulangers déclarent ne pas être au courant. Les consommateurs, eux, saluent cette nouvelle mesure mais plaident pour un pain de qualité. Salimata Aousek, Youssou Baro. Diminuer. Si le gouvernement diminue le prix du kilo de la farine, les boulangeries doivent diminuer. Mais ils ont refusé. Il n'a qu'à appliquer ce que le gouvernement a dit. La baisse du prix du pain n'est pas encore effective dans les boulangeries. Ici, la baguette de pain se vend à 150 francs. C'est à 150 francs. Il y a d'autres pains qui sont là, d'autres variétés de pain et tout. Ça dépendra de quel genre de pain vous voulez. Dans cette boulangerie, ils ne sont même pas au courant de la baisse. On n'est pas encore au courant de ça. On vient tous de l'entendre. 175. Selon les consommateurs, c'est bien de baisser les prix, mais il faut revoir la qualité du pain. La qualité du pain, par exemple, c'est plus important de diminuer le prix. Nous, on veut la qualité. On veut du pain qui a de la qualité. Les nouveaux tarifs doivent s'appliquer cette semaine. La baguette qui coûtait 175 francs est maintenant à 150 francs. Une nouvelle qui, à coup sûr, ravit beaucoup de Sénégalais. Les élèves des États membres de la francophonie à la traîne en français et en mathématiques. Une révélation faite lors d'un atelier par la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Cet atelier de 2 jours, présidé par le Premier ministre Aminata Touré, porte sur la place de l'évaluation dans le pilotage et la réforme des systèmes éducatifs francophones. Aliou Kane et Tierno Laurent Mendy, compte rendu. Le Sénégal accorde une importance capitale à l'évaluation de son système éducatif, d'où l'instauration par le passé d'un système d'évaluation fiable par le gouvernement du Sénégal pour le bien-être de l'éducation nationale. Depuis une quinzaine d'années, notre pays a mis en place le système national d'évaluation des rendements scolaires, qui organise tous les 2 ans une opération lourde pour mesurer les seuils de maîtrise en français et en mathématiques des apprenants au niveau du CP et du CE2.
correspondant respectivement à la 2e et à la 4e année du primaire. Cette rencontre est aussi un prétexte pour soulever les failles du système éducatif des États de la francophonie. L'état des lieux est que nous avons des indicateurs qui nous interpellent. Beaucoup d'enfants ont des difficultés d'apprentissage en langue, notamment nos systèmes éducatifs sont en français et en mathématiques. Donc ça nous interpelle que on a mis l'accent sur la quantité, beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école et peu arrivent à maîtriser les compétences de base. Pour remédier à cela, des orientations seront dégagées au sortir de cet atelier de 2 jours. À l'issue de cette rencontre, nous voudrons que les ministres s'engagent, les parlementaires s'engagent, c'est eux qui votent le budget, surtout des parlementaires qui font partie de la commission éducation pour défendre la cause de l'éducation au niveau des parlements. Et les ministres également qu'ils mettent au centre de leur politique éducative la question de l'évaluation des apprentissages. Le gouvernement du Sénégal s'engage aux côtés de la Confmen pour l'atteinte des objectifs visés par les panélistes. Nous parlons à présent du audiovisuel plutôt, avec le passage très attendu de l'analogique au numérique. À 1 an de la date butoir de l'accord de Genève, le comité en charge de ce processus a organisé une journée d'information. Objectif de cette rencontre, discuter des enjeux et de l'importance que représente le passage au numérique dans l'ère de la mondialisation. Makita Al-Modou Diop. Signataire de l'accord de Genève portant sur le passage de l'analogique au numérique, le Sénégal s'apprête à s'engager dans ce changement. Une rencontre organisée a permis d'informer sur ce processus. Parler avec eux des enjeux du passage de l'analogique au numérique, pas seulement du simple fait de ses aspects techniques, mais également sur tous les aspects qui concernent l'économie, qui concernent le social, qui concernent le culturel et qui leur permettent aussi de choisir les segments sur lesquels ils pourront faire prospérer leurs propres affaires. Parce que le passage de l'analogique au numérique va introduire beaucoup de possibilités dans le secteur du travail basé sur l'utilisation des TIC. À 1 an de la date butoir, le secrétaire exécutif du Comité national de transition de l'analogique au numérique espère que le Sénégal sera prêt et prévient les dommages au cas contraire. Nous souhaitons être au rendez-vous de 2015. En tout cas, le président de la République a pris toutes les dispositions pour que nous le soyons. Maintenant, si nous ne le faisions pas, effectivement, les conséquences seraient assez douloureuses. Ce changement ne sera pas sans conséquences pour les populations, mais l'État s'engage à les accompagner. L'État va prendre toutes les mesures pour appuyer les populations. À l'ère de la mondialisation du numérique, le Sénégal se voit dans l'obligation d'adhérer à ce projet pour relever les défis de la compétitivité dans le domaine des TIC. La 3e édition de la métrologie, célébrée ce 20 mai, les défis énergétiques et les mesures sont le thème retenu cette année. Une occasion pour nos autorités de décliner leurs ambitions qui consistent essentiellement à doter le Sénégal d'outils de mesure fiables afin de protéger consommateurs et entreprises. Aïssatou Païfal. La métrologie, une science des mesures et des applications théoriques, une des priorités du gouvernement. En effet, une sensibilisation est nécessaire pour montrer l'importance de la métrologie aux populations et aux décideurs, selon le directeur de cabinet du ministre du Commerce. Il convient d'abord de sensibiliser sur la nécessité, en tout cas sur l'urgence d'adopter ces principes de métrologie. Effectivement, également, il y a des efforts qui sont faits pour doter la division de la métrologie légale de la direction du commerce intérieur d'instruments pour bien mener son travail. Et la coopération bilatérale à travers l'Union européenne a permis déjà d'acquérir un certain nombre de matériels qui peuvent faciliter véritablement le travail de cette division. C'est pourquoi la direction du commerce veut se doter d'instruments fiables afin de protéger les consommateurs et les entreprises. Le sujet présente un intérêt beaucoup plus particulier pour le Sénégal et pour la direction du commerce intérieur qui a initié une convention, en tout cas qui est en train de négocier une convention avec la Sénélec
pour que, en fait, des contrôles puissent se faire sur les instruments de mesure du courant électrique, de sorte à assurer vraiment la transparence, à rassurer les consommateurs par rapport aux factures, mais aussi à lutter contre le vol d'électricité, la fraude en ce qui concerne l'électricité. La métrologie a une grande importance dans tous les secteurs de la vie. Il sera bientôt mis en place une association sénégalaise de métrologie pour intensifier la lutte, selon le directeur de cabinet du ministre du Commerce. L'hivernage s'annonce dans le sud du pays avec ses premières pluies enregistrées dans plusieurs localités, dont 73 mm à Dabo. Dabo, c'est dans la région de Kolda. Cette pluie tombe au moment où les paysans s'impatientent de recevoir leurs semences d'arachide, mais le directeur régional du développement rural rassure, les opérations de cession des semences vont démarrer dans les plus brefs délais. Abdoulaye Diallo. L'hivernage s'est annoncé au Fouladou avec une première pluie enregistrée dans plusieurs localités de la région de Kolda, dont 73 mm dans la commune rurale de Dabo. Dans la nuit du 18 au 19, on a enregistré quelques pluies. À Kolda commune, on a enregistré 3 mm. À Dabo, 73,4 mm. À Pakour, 5 mm. À Fafakourou, 13,0 mm. Ce signe annonciateur de la saison des pluies est intervenu pendant que les paysans s'impatientent de voir le démarrage des ventes de semences. Les opérateurs ayant en charge les cessions des semences sont en train de mettre en sac les arachides destinés aux paysans. Donc pour les semences d'arachide, on rassure les producteurs qu'il n'y a pas à s'inquiéter. On est en train de prendre des dispositions pour que les fournisseurs, les opérateurs qui sont agréés puissent mettre en sac, parce que c'était le problème principal actuellement auquel ils sont confrontés. C'est la mise en sac. Et ici, ils attellent. Je crois que d'ici la semaine qui vient, Inch'Allah, on va enregistrer les premières mises en place. Et là où les commissions sont fonctionnelles, ils vont commencer les ventes dans un meilleur délai. Sur le quota d'engrais et le matériel agricole prévu pour Kolda, une certaine quantité est déjà en place. Effectivement, les fournisseurs qui ont été agréés, les intrants, l'engrais est en train d'être mis en place. À ce jour, la CEDAP a mis en place, au niveau du département de Médina Yoro, pour les points qui lui ont été attribués, 520 tonnes sur un quota de 520 tonnes. Les paysans du département de Médina Yoro qui, chaque année, pour gagner du temps sur l'hivernage, ont déjà pris leur disposition pour démarrer les semis à sec, c'est-à-dire semer le mil et attendre la pluie. Et du président poète Léopold Sédar Senghor à Ousmane Tanor Dieng en passant par Abdou Diouf, le Parti socialiste depuis sa création, c'est le focus du jour. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy repassent l'histoire du PS en revue avec Amadou Lamine Sakho, ancien secrétaire particulier d'Ibrahima Seydou Ndao et de Mamadou Diao. Reportage. D'Ibrahima Seydou Ndao à Senghor, en passant par Mamadou Dia et aujourd'hui Tanor, le Parti socialiste a vécu. Le Parti socialiste est né de l'idée du président Ibrahima Seydou Ndao à l'hôpital principal. C'est Ibrahima Seydou Ndao, le père fondateur du parti. Le premier Parti socialiste, c'était la SFIO. Et Senghor, Ibrahima Seydou Ndao, Mamadou Dia, tous, ils étaient de ce parti-là, de la SFIO. C'est différent du Parti socialiste actuel. Le Parti socialiste, avant, s'appelait BDS, BPS, UPS, PS. Une histoire tronquée pour cet ancien secrétaire particulier du PS. Quand Ibrahima Seydou Ndao a été bousculé, quand on l'a obligé à démissionner du parti, quand on a bousculé Mamadou Dia au point de l'accuser faussement de tentative de coup d'État, et le mettre en prison, que Senghor est resté seul maître à bord, que les choses ont commencé à se gâter. Il a fait appel à Tanor. Et au cours d'un congrès, sans débat, création de parti ne rime pas avec revendication, c'était ça leur slogan. Et il y avait une démocratie interne au sein du parti. Tout se discutait entre camarades au sein du parti. Et toutes les décisions étaient prises à l'unanimité ou à la quasi-unanimité.
Les années passent, le Parti socialiste demeure. Aujourd'hui, l'absence de jeu démocratique est décriée par les anciens membres. Et nous parlons à présent du prochain congrès du Parti socialiste, un congrès prévu dans quelques jours, mais fait particulier, celui-ci risque d'être sans débat. Et ce ne sera pas une première, puisqu'en 1996, il n'y avait pas eu de débat non plus. Pape Sambakan, notre analyste, nous explique pourquoi, au micro de Bintouloum et de Mohamed Dia. Le Parti socialiste se prépare à aller en congrès. Un congrès de tous les dangers pour cette formation senghorienne. La question qui se pose est de savoir si le congrès sans débat de 1996 ne risque-t-il pas de se répéter pour le PS. Il serait bon, bien sûr, aujourd'hui, avec l'évolution, bien sûr, parce qu'alors c'était le Parti socialiste, parti unique ou unifié. Après, c'était un parti plutôt, même s'il y avait multipartisme, assez hégémonique, qui ne craignait pas pour sa survie, en tout cas au pouvoir. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ce parti a été renvoyé dans l'opposition il y a 14 ans. On devrait organiser des congrès un peu moins, dont les décisions qui en sortiraient seraient un peu moins décidées avant. De toute façon, que l'expression soit pertinente ou pas, ce congrès prochain risque de ne pas être un congrès sans débat. Un congrès qui ne vient pas à son heure, selon notre analyste. D'autant plus que les opérations de renouvellement des structures du parti sont loin d'être terminées. Il y a un débat même avant le congrès sur d'abord la date choisie, ce qui est complètement compréhensible. La plupart de ces délégués, des gens qui vont venir au congrès de contrées lointaines, vont passer 2-3 jours à Dakar pour préparer et tenir le congrès, alors qu'il y a urgence chez eux. Une candidature qui fait couler beaucoup de salive, celle d'Aïssata Tall Sall. C'est tendance aujourd'hui, les femmes doivent participer aux choses, mais enfin, si ça peut faire avancer les choses, pourquoi pas? Après le congrès sans débat de 1996, le Parti socialiste ne chemine-t-il pas vers le congrès de la rupture? Le temps nous édifiera. Et puis parler du Parti socialiste, c'est parler des femmes et des hommes qui font ce parti. Pour cette édition, nous avons choisi les femmes, à l'instar de Adja Aramdjen, Lena Faldiagne. Adja Ndike a elle aussi marqué les Sénégalais par sa détermination et son engagement politique aux côtés d'Abdou Diouf. Cette grande figure du PS revient ici sur les combats menés par les femmes du parti, mais aussi sur la politique de nos jours. Salimata Aoussek, Mohamed Dia. Militante de première heure de l'Union progressiste sénégalaise devenue le Parti socialiste, comme Maïmouna Kane, Adja Aramdjen, Caroline Faye, entre autres. Adja Ndike Ndiaye a été de tous les combats politiques du Parti socialiste. Je ne demande rien du tout, au contraire. C'est moi, je finance. Si les autres femmes n'avaient rien, je sortais mon argent pour leur dire de faire quelque chose d'autre. Très nostalgique, Thérèse, comme l'appelaient ses proches, affirme que les femmes du Parti socialiste étaient très engagées, mais aussi civilisées. C'est vrai, j'étais dans le Parti socialiste, mais j'étais plutôt la lionne du COSAPAD, tout en soutenant le Parti socialiste. C'était des femmes braves, dévouées à leur nation, à leur patrie. Elles ont tout sacrifié. La candidature d'Aïssata Tall Sall, Adja Ndike Ndiaye l'approuve et déclare qu'elle vient à son heure. C'est le moment. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle devait même se présenter. Mais peut-être que c'est une femme modeste, simple et travailleuse. Derrière cette détermination, Adja Ndike Ndiaye porte à son actif plusieurs initiatives militantes qui lui valent aujourd'hui d'être citées parmi les exemples à suivre. Et puis en Guinée-Bissau, les résultats du second tour de la présidentielle sont tombés. José Mario Vaz a été déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle avec un résultat de 61,9%. Son rival Nuno Gomes Nubiam s'est retrouvé avec 30,8% des voix. Des milliers de Bissau-Guinéens sont sortis dans les rues pour fêter la victoire du nouveau président. Les premiers mots de José Mario Vaz dans ce journal: j'appelle les Bissau-Guinéens à tourner la page. Le pays va connaître une nouvelle ère. Une déclaration faite juste après l'annonce de sa victoire au second tour de la présidentielle Bissau-guinéenne. José Mario Vaz, le président élu, au micro de nos envoyés spéciaux Barkaba et Paprali Ndiaye.
Je viens juste de sortir d'un entretien avec le président de transition. Je viens juste d'apprendre ma victoire. Mais je n'ai pas été averti à temps. Donc je suis un peu surpris. Ce que je veux dire aux Bissau-Guinéens, c'est de tourner la page. La Guinée-Bissau va connaître désormais une nouvelle ère. Merci. Et voilà, c'est sur cette image pleine d'espoir pour le peuple bissau-guinéen que nous allons refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h avec Chertidiane Diao. Après ce journal, vous aurez l'œil du tigre comme tous les mardis avec Haj Mostafa Gueye et Mati. Et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable fin de soirée sur TFM.